un système qui non seulement est valable sur l'avenir, mais aussi sur le passé, ça doit vous conforter dans la pérennité du système pour l'avenir. Aujourd'hui, on va parler des systèmes de trading et comment les élaborer, les construire, les travailler. Alors, il faut savoir que pour cette conférence, je suis parti vraiment à blanc. C'est-à-dire, je me suis dit, le meilleur, peut-être, c'est quand même de montrer comment on construit un système, mais le montrer à partir d'un exemple qui soit le plus complet possible, en fait. La première étape pour construire un système, c'est bien sûr de choisir un support. Ici, moi, j'ai choisi le SP500 pour l'intraday ou du swing trading, l'un ou l'autre, en fait. De temps en temps, les positions seront clôturées, donc le lendemain ou même le surlendemain quelquefois. L'unité de temps, c'est le 15 minutes. C'est bien le 15 minutes pour les systèmes, en particulier les systèmes automatiques, parce qu'on a un bruit qui n'est pas trop important par rapport à la direction. Alors que sur le 5 minutes, ça commence à être vraiment important, donc on a le signal sur le bruit qui est relativement faible et sur le 1 minute, pratiquement on est dans le bruit, on n'arrive pas à faire des systèmes vraiment très très corrects, à moins qu'ils soient très très pointus. Donc il faut démarrer normalement d'une idée, ça c'est l'idéal, d'un signal, d'une configuration ou d'un détecteur de tendance. D'habitude, on part d'un signal pratiquement ou d'une idée. Là, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire que je partirai d'un filtre détecteur de tendance. Là, en l'occurrence, ça va être le filtre Neutral Zone BV2, que vous pourrez donc trouver en téléchargement sur le site Mogalef Trading, que je vais tâcher de vous montrer. Voilà. Au passage, vous verrez directement ce que vous pourrez récupérer, en fait. Donc, sur le site Mogalef Trading, vous allez dans le menu FR Home et vous allez sur WHS 2024. Voilà. Et vous tombez donc sur comment construire et travailler ces systèmes de trading et vous pouvez télécharger le PDF de la conférence ainsi que les fichiers que je vais utiliser. Mais d'une manière générale, vous pouvez aller aussi sur apprendre sur le trading automatique ici. Et là, vous avez la première conférence que j'ai faite sur le trading automatique, qui est déjà en ligne, avec la vidéo disponible. Et vous aurez très prochainement la vidéo qui sera disponible ici. Et vous avez accès également au PDF de la conférence ici. Et vous avez accès à tout un tas d'indicateurs que je vous ai mis à disposition gratuitement, dont les indicateurs que nous allons utiliser. Donc ça vous permettra de faire vos tests vous-même, de voir un petit peu à partir de quoi vous pouvez monter vous-même des systèmes de trading. Parce que l'idée, en fait, c'est surtout que vous puissiez monter vos systèmes. C'est pas de vous dire, tiens, ce système est super bien, utilisez-le et ne cherchez pas. Non, ne croyez pas que ce soit facile avec le trading automatique. Il faut travailler, c'est comme pour le trading discrétionnaire. Donc ici, on partira d'un filtre qui s'appelle Neutral Zone, qui est assez simple en fait. Le principe de ce filtre, c'est qu'on examine le sens à la hausse ou à la baisse de deux indicateurs. Une moyenne mobile exponentielle, 50 pour le filtre. Moi, d'habitude, en discrétionnaire, j'utilise la 150 qui me donne d'autres indications qui sont intéressantes également. Donc, mais ici, pour le filtre, c'est une moyenne mobile exponentielle 50 et le retracement 90. Le retracement 90, c'est un indicateur qui est en standard également sur la nano et que vous pouvez programmer facilement si vous n'avez pas le logiciel, si vous travaillez avec un autre logiciel. C'est le milieu du plus haut et du plus bas des 90 dernières bougies. Donc, c'est pas compliqué, hein. Vous faites plus haut des 90 plus bas des 90 divisé par 2 et vous tombez sur le retracement 90. Donc, voilà comment fonctionne ce filtre, hein. Vous voyez ici, donc, vous avez la moyenne mobile exponentielle 50 qui est en bleu et le retracement 90 qui est en vert. Si le dernier mouvement du retracement 90 est vers le bas et que la moyenne mobile exponentielle descend, alors on ne prendra que les cours. Et puis, par contre, si le dernier mouvement du retracement 90 est vers le haut
et que la moyenne mobile exponentielle 50 monte, on ne prendra que les longs. Au passage, remarquez vite fait le retracement 90 en vert, vous voyez comment il se comporte ici. Il vient, il se met en route là, et vous voyez, il constitue en quelque sorte un obstacle. Et au moment où il décroche complètement, très souvent, c'est le départ d'un mouvement. Donc ça, c'est un petit truc à part qui est plutôt utilisable en trading discrétionnaire, mais qu'éventuellement, vous pouvez essayer de creuser en trading automatique. Maintenant, on va parler du signal d'entrée. Alors pour faire simple, parce que cet indicateur est extrêmement puissant, en fait, et étant standard dans la plateforme NanoTrader, j'ai pris le signal de cassure haussière. Le signal de cassure haussière, c'est pas très compliqué, en fait. Enfin, c'est compliqué à écrire, mais c'est pas trop compliqué à utiliser. Donc, vous voyez, le principe est simple. Ici, par exemple, vous avez un haut de marché. Ici, vous avez un deuxième haut de marché. Quand la nano détecte ça, elle essaye de tracer un trait entre les deux qui ne soit pas interrompu par une petite bougie intermédiaire. Et à partir du moment où elle réussit à tracer un trait, donc vous voyez apparaître le trait entre les deux sommets et la prolongation. Le signal, c'est tout simple. Une fois que la clôture casse la prolongation à la hausse, eh bien, on achète. Donc, on aura un système uniquement acheteur. Vous voyez, ici, la même chose. Vous avez un sommet, premier sommet, un deuxième sommet ici, hein, c'est-à-dire une bougie plus haute, une bougie plus basse de chaque côté. Et donc, ça suffit. Donc, l'indicateur se met en route et vous trace la prolongation qui vous permet de prendre un signal d'achat derrière. Alors, tout ça, c'est pareil, hein, c'est en téléchargement, là où je vous ai montré tout à l'heure. Un signal d'entrée, c'est bien, mais pour faire un système et pour pouvoir le tester, il faut aussi un signal de sortie. Alors, j'essayais de de travailler en fait avec des choses les plus simples possibles. Donc, j'ai examiné les stop suiveurs. J'ai rien trouvé de prometteur, donc rien d'utilisable en fait tel quel. Maintenant, il existe des systèmes que vous pouvez monter avec la cassure haussière et qui donneront des bons résultats. Mais ici, non, ça ne fonctionnait visiblement pas ou relativement mal, donc très difficile à mettre au point derrière. Et de toute façon, il vous faut un stop fixe, hein, pour protéger le capital. Donc ça, c'est obligatoire sur tout système. Donc je me suis dit, j'ai regardé un petit peu les mouvements. Bon, je me suis dit, tiens, je vais essayer, je vais mettre déjà un stop fixe à 15 points. Ça, c'est un signal de sortie, c'est le signal de sortie du côté perte. Et il faut bien sûr une condition de sortie côté gain. Alors là, j'ai fait au plus simple, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, on a que 15 points, je multiplie par 4, je mets 60 points en objectif, et voilà. On partira de ça. Et à partir donc de ces éléments, on verra s'il faut les modifier ou pas, dans quel sens et surtout de quelle façon trouver le sens de les modifier. Donc on verra plus tard pour ajouter l'ensemble stop objectif. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Ici, on a une cassure qui n'est pas vraiment franche, hein, mais le stop est suffisamment loin pour ne pas être touché sur le range de la nuit, ici en l'occurrence, et le matin, on a de la chance parce que le marché part à la hausse et on atteint l'objectif que vous avez ici. Remarquez qu'on est dans le vert, c'est-à-dire que la moyenne mobile 150 monte et que le dernier mouvement du retracement 90 est à la hausse. Maintenant, on a tout ce qu'il faut, en fait, pour estimer un premier résultat. Alors, je me suis dit, je vais quand même inclure le slippage, parce que de toute façon, on le paye à un moment ou à un autre, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, on le paye. Les frais, je ne les ai pas inclus parce que ça dépend un petit peu de votre compte. Donc, il vous suffira simplement de déduire les frais visuellement dans une petite opération. Vous verrez, c'est assez facile et vous aurez une bonne idée à partir des frais que vous payez. Vous aurez une très bonne idée de la rentabilité du système que l'on va mettre au point. Mais le plus important, c'est là. Le plus important, c'est que il faut, ici on parle donc, je me suis dit on va partir sur les 1000 derniers jours, hein, et donc il faut impérativement que vous gardiez les derniers jours en fait comme échantillon de vérification. Donc on ne va travailler que sur les 600 premiers jours de cette période de 1000 jours. Les 600 premiers jours, et puis on ne regarde pas ce qui se passe dans les 400 derniers jours. On regardera en dernier pour voir si notre système tient la route sur des données, ce qu'on appelle les données non vues.
l'ont vu lors de l'optimisation du système. Alors voilà, donc le graphe. Donc, je vous explique rapidement comment ça se présente. Donc là, vous avez les cours du SP500, donc le mini SP500. Là, vous avez la courbe de gain, avec pour chaque trade, ça monte ou ça descend, suivant si le trade est gagnant ou perdant, bien sûr. Sur le côté gauche, vous avez les paramètres des indicateurs. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, vous avez le stop fixe, qu'on a mis à 15 points. Vous avez l'objectif, qu'on a mis à 60 points. Vous avez la cassure haussière, avec toutes les possibilités de réglage. Donc, autant rester sur le celle de départ quasiment. Et vous avez également le filtre, bien sûr, qui intervient de manière à savoir si on prend les signaux d'achat, les signaux de cassure, ou bien on ne prend pas les signaux de cassure. Et sur le côté droit, vous avez le descriptif en fait de qualité du système. Alors, ce qui m'intéresse, moi, personnellement, en priorité, il y a trois choses qui m'intéressent. D'une part, la relative régularité de la courbe de gain, visuellement. Bon, ça va à peu près, mais on a des périodes de plat, on a quand même pas mal de périodes où on perd un petit peu d'argent. Là, on a du mal, vous voyez, après ça repart, ok. Donc, c'est pas une courbe parfaite, hein, loin de là. Donc, ce qui m'intéresse par contre beaucoup, c'est ce qu'on appelle le trade moyen. Le trade moyen, c'est ce que vous gagnez en moyenne sur l'ensemble des trades, c'est-à-dire trade perdant et trade gagnant confondus. En moyenne, quand vous rentrez sur le marché, vous gagnez donc ici, en l'occurrence, 196 $. Donc, c'est ce chiffre-là qu'il va falloir augmenter de façon à ce que le système soit vraiment utilisable et qu'il n'y ait pas trop de ces petites périodes. On va essayer de les gommer, mais sans aller trop loin, surtout dans l'optimisation. Et la troisième chose qui m'intéresse, eh bien, c'est avec le trade moyen, et c'est l'écart type de tous les trades. Ici, l'écart type de. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand on trace une régression linéaire. Ça, le logiciel le fait tout seul. Donc, il trace une droite de régression linéaire et par rapport aux gains et aux pertes, donc les gains en haut, les pertes en bas, et il fait l'écart type entre les hausses et les baisses. Donc l'écart type moyen ici est de 1638. L'idée, c'est de tester la régularité. Donc on divise le trade moyen par l'écart type de tous les trades. Alors, si vous avez un système qui est entre 0,15 et 0,20, à peu près, hein, il est perfectible, 0,15, 0,18. En dessous de 0,15, ça va être relativement dur à optimiser correctement. Au-dessus de 0,18, 0,20, vous entrez là dans un bon système, un système qui commence à être vraiment régulier. Et à 0,40, c'est le Graal. Donc, si vous trouvez 0,40, attention, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, il vous faut chercher l'erreur que vous avez faite dans la programmation, souvent. Donc, on regarde un petit peu cette courbe. Donc, pour l'instant, on a un trade moyen de 196 $. Bon, on va continuer à regarder un petit peu comment trouver un trade moyen un petit peu plus fort. Alors, ce que j'ai fait ici, vous voyez, c'est dans les paramètres, vous vous souvenez, sur le côté gauche, là, sur le Boolean Breakout, donc la cassure haussière, vous avez un paramètre qui est début de l'heure de trading. Alors, ce qui est intéressant avec le SP500, vous avez vu, j'ai pris au départ une période très large, 8h, 22h, en gros, pour prendre les signaux. Là, je demande la sensibilité du paramètre, le paramètre étant l'entrée en position. Est-ce qu'il est avantageux d'entrer en position le matin, plus d'attendre l'après-midi? Donc là, c'est ce qu'on voit. Donc vous avez ici les heures, en fait. Donc on avance en heures pour l'entrée en position. Si on rentre à 8 heures, eh bien, on a un trade moyen ici de 200, si je ne m'abuse. Si on rentre à 10h30, par exemple, on a un trade moyen qui descend un petit peu. Donc, il n'est pas forcément intéressant de rentrer dans ces eaux-là, d'autant que plus on attend dans le temps, meilleur sera le trade moyen. Après, ça décroît un petit peu ou ça vasouille, hein, donc c'est sans intérêt. Ce qui est intéressant, c'est cette montée. Donc, a priori, il serait intéressant de rentrer vers midi, 1h à peu près, de manière à éviter
les trades qui ne nous apportent pas vraiment grand-chose sur la matinée. Maintenant, attention, si je rentre à 8 heures, j'aurai, mettons, 100 trades. Mais si je rentre à 13 heures, j'en aurai plus que 60 peut-être. Donc, il faut faire un équilibre entre le trade moyen, c'est-à-dire ce qu'on gagne en moyenne à chaque fois qu'on rentre, et le nombre de trades. Parce que notre objectif, c'est quand même aussi de gagner le plus possible. Donc, il faut faire un équilibre assez difficile à trouver. Bon, dès que ça commence à monter, on pense que c'est bon, donc on se met ici. Moi, j'ai sélectionné 13 heures, si je me souviens bien, qui est un bon compromis. Ça n'élimine pas trop de trades sur les trades du matin, mais ça prend tous les trades de l'après-midi. Il faut que vous compreniez bien ça. À chaque fois qu'on change un paramètre, on change pas seulement ici le trade moyen, on change aussi le nombre de trades. Donc, il faut faire attention à ça, hein, parce que sinon, vous pouvez vous trouver avec un système avec un trade moyen extraordinaire, mais un trade tous les ans. Ça n'a strictement aucun intérêt. Maintenant, j'ai employé la même méthode ici, donc vous voyez, avec l'objectif. L'objectif ici, donc l'objectif ici était donné à 60 au départ, au hasard un petit peu, hein, et je regarde toujours avec la sensibilité du paramètre, un clic droit, il y a le menu déroulant qui vient et sensibilité du paramètre, et la nano vous procure directement le graphique qui vous permet de voir. Alors, ça, c'est donc la distance de l'objectif par rapport au prix d'entrée. Et là, toujours le trade moyen qu'on cherche à améliorer et à stabiliser surtout. Donc là, on voit que globalement, on a une montée, ensuite une descente. Quand on arrive vers un objectif à 45 points, ça va un peu moins. Et là, vous avez une période relativement plate. Là, toute cette période, j'aurais pu entourer un peu plus, avec des hauts, des bas, mais on reste dans les mêmes eaux, de 300, à peu près 300 $ donc par trade. Après, derrière, ça monte, mais ça nous met un objectif à 100 points. Et ensuite, ça redescend. Si on met l'objectif trop loin, on est trop rarement touché. Alors, pourquoi ne pas aller chercher ici ou même ici? Parce que c'est le même problème. Plus vous mettez votre objectif loin, plus le trade va prendre de la durée. Et s'il prend de la durée, il va effacer d'autres entrées. C'est-à-dire, vous avez une entrée, mettons, le 5, ensuite, votre trade va durer jusqu'au 7, mais vous aviez aussi une entrée le 6 au soir. Cette entrée du 6 au soir, elle va être effacée. Donc, on va perdre des trades en mettant un objectif trop lointain. Alors, voilà pourquoi moi, j'ai choisi ici un objectif à 80. Alors, pourquoi 80? Parce qu'on est à peu près au milieu ici. On n'est pas trop près de la descente, on n'est pas trop près des accélérations, on va pas trop loin dans l'objectif, mais on va quand même relativement loin. Je n'ai pas pris ici, donc 80, ça tombe à peu près par là. Je ne prends pas en général la valeur la meilleure a priori sur le test, parce que je sais très bien que ce n'est pas cette valeur qui restera la meilleure par la suite. Ce qui m'intéresse, c'est pas que le test me donne les meilleurs résultats sur la période que j'examine. Ce qui m'intéresse, c'est que le test me donne de bonnes chances de me donner de bons résultats sur l'avenir. Donc, je ne cherche pas à optimiser à fond. Vous voyez, il y a toute cette technique. Donc, on est à 80 à peu près en objectif. Donc, surtout, pas la meilleure valeur. On a une zone homogène autour de 80, on prend 80. Si on avait pris 79,50, ça aurait été très nettement meilleur, mais utopique. Trop au-dessus de la moyenne apparente. Et puis 79,50, ça me plaît pas personnellement. J'aime bien prendre des chiffres ronds. J'aime pas prendre 82, par exemple. Je préfère prendre 80. C'est un truc à moi. Bon, maintenant chacun fait comme il veut. En fait, en pratique, ça n'a rien d'une règle. Ce n'est pas une règle. C'est quelque chose qui m'est un petit peu propre. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi 80 points en objectif. Maintenant, on examine le stop. À quelle distance mettre le stop pour que le trade moyen soit le plus gros possible? Alors là, attention, quand vous faites des tests comme ça, successivement, ici sur l'objectif, ensuite sur le stop loss, on a fait l'optimisation, disons, de l'objectif, on l'a mise à 80. À l'origine, il était à 60. Quand je fais le test sur le stop loss, je remets l'objectif à 60. Je ne cherche pas à faire une optimisation sur une optimisation surtout.
Ça, c'est une des grosses erreurs que l'on peut faire quand on cherche à avoir des systèmes qui tiennent la route sur la durée. Donc, surtout, là, on n'optimise pas, je me répète, on n'optimise pas sur une optimisation. Donc là, l'objectif réellement est revenu à 60 et maintenant, j'examine le stop loss avec toujours le même système, le clic droit, sensibilité du paramètre. Et la nano, donc, me donne ce graphique avec la distance du stop loss ici et le trade moyen là. Alors là, il se passe quelque chose d'assez particulier. Vous voyez, ça monte un petit peu au départ, ça redescend, ça remonte, et puis ça redescend un petit peu doucement. L'erreur fatale, c'est de prendre la meilleure valeur pour le stop loss. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous imaginez que le stop, que la meilleure valeur va rester la meilleure dans l'avenir? La probabilité que ça reste la meilleure est extrêmement faible. Parce que tout ça va varier. Tout ça va varier. La meilleure, bon, ici, elle peut fort bien se retrouver à ce niveau-là, ou même à ce niveau-là. Par contre, on a une configuration un petit peu spéciale de cette courbe de gain. Je vous rappelle que plus c'est haut, plus le gain par trade est élevé. On a une configuration spéciale avec d'abord une montagne, un creux et une montagne. Ça fait penser à un volcan. Un peu, vous voyez, la montagne, le creux du volcan, la montagne. Eh bien, en fait, c'est une configuration idéale pour l'optimisation. Parce que là, on va chercher non pas le sommet de la montagne, puisqu'on risque de dégringoler d'un côté ou de l'autre de toute façon, parce que les réglages du marché lui-même vont changer un petit peu, vont bouger. Par contre, si on se met dans le creux du volcan ici, eh bien, on a de bonnes chances, au contraire, que les résultats soient meilleurs, que ça améliore nos résultats par rapport à ce que donne ici la courbe de gain. Et là, j'ai pris la valeur de 20, c'est-à-dire que j'ai pris cette valeur-là pour le stop loss, la plus mauvaise. La plus mauvaise parce qu'elle est en plein dans le volcan et je suis pratiquement, enfin, je sais donc qu'il y a de bonnes chances pour que si jamais ces deux montagnes se déplacent un petit peu, eh bien, je grimpe la pente, que ce soit par là ou par là, c'est-à-dire que mes résultats s'améliorent par rapport à ma période de test. En tout cas, je risque très peu que les résultats se détériorent. Et c'est ça l'objectif. On cherche à optimiser non pas pour avoir le meilleur résultat sur notre période de test, on cherche à optimiser de façon à avoir le résultat le plus stable possible, en ne faisant pas n'importe quoi. Donc, surtout pas prendre les meilleures valeurs, surtout pas prendre une valeur approximative ici sur la montagne. Non, il faut aller chercher les valeurs dans le creux. Voilà, c'est ce que je vous ai mis ici. Donc, en fait, il y a relativement peu de différence, mais le creux est toujours le creux d'un volcan entre deux montagnes. C'est pratiquement toujours là qu'il faut essayer de chercher la bonne valeur pour le réglage. C'est pas intuitif, c'est pas quelque chose qu'on fait volontiers, mais pourtant, c'est ce qui donne le résultat le plus stable. Pas le meilleur, forcément, mais le plus stable. Donc voilà le résultat maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Donc pour l'instant, on travaille que à partir de 13 heures et enfin le système plus exactement ne travaille qu'à partir de 13 heures et on a un objectif à 80 points et un stop à 20 points. Donc voilà la courbe de gain. Alors c'est déjà meilleur que tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était un petit peu moins que de 200 au niveau du trade moyen. Maintenant, on est à 389. On a pratiquement doublé le trade moyen avec cette optimisation prudente. Et puis, on arrive quand même à une régularité qui est plus importante. On a encore une période ici qui est une période plus perdante qu'ailleurs. Et par contre, on continue derrière et on a à peu près la même pente partout. Alors, quand on voit une période perdante comme ça, on cherche un petit peu à comprendre ce qui se passe aussi. Pourquoi je suis perdant ici et je suis pratiquement pas perdant ailleurs? Là, c'est facile à voir, en fait, c'est cette période-là. C'est-à-dire que c'est une période de range étroite. Il n'y a pas de poussée, il n'y a pas de tendance. Donc, à chaque fois qu'on prend une cassure, pas à chaque fois, mais presque, eh bien, on se fait stopper parce que l'objectif est trop loin pour cette période de range ici que nous avons. Heureusement, la volatilité est plus importante dans la majorité des cas, ce qui nous permet d'avoir une courbe avec une pente acceptable, je dirais. Donc, on est passé de 195 à 389 $, mais la courbe de gain manque un petit peu de régularité. Maintenant, il faut chercher à
éliminer les perdants. Alors, pour éliminer les perdants, il peut y avoir plusieurs possibilités. Là, celle que j'ai retenue, c'est de rajouter un filtre que je connais, que vous aurez à votre disposition, hein, là où je vous les ai dit, sur Mogul Trading, vous y allez, vous téléchargez, il n'y a pas de souci. C'est même en clair, c'est-à-dire que vous pouvez voir le code et éventuellement le modifier à votre convenance. Donc, ce filtre est assez puissant. Il permet de sélectionner les configurations de cours favorables sur un système. Donc, suivant la valeur du Mogul Trend Filter au moment du signal d'achat, on entre ou on n'entre pas. Très important. Quand vous introduisez le Mogul Trend Filter, il faut impérativement que vous mettiez que vous rentrez en clôture de bougie de signal et surtout pas en ouverture de bougie d'après. Parce que dans ce cas, vos résultats seraient faux. Vous iriez sur une vision de l'avenir. Donc, impérativement, réglez votre système avec entrée sur la bougie de signal, en fin de bougie de signal, et non pas sur la bougie suivante. Ce qui est la réalité. La réalité, c'est la bougie suivante. Mais un coup, c'est plus haut, un coup, c'est plus bas. Ça s'équilibre à peu près. Alors, comment ça fonctionne, le Mogul Trend Filter? Vous voyez, il y a 4 zones, en fait, possibles. 4 zones, qui est la première zone ici, où le Mogul vaut 1 ou 2. Première zone, ici, ça veut dire que la poussée, c'est la poussée, ce n'est pas l'évolution des cours. La poussée sur les cours est plutôt baissière. Ensuite, vous avez une valeur possible, donc entre 3 et 4, pardon. 3 et 4, donc cette zone ici, ça veut dire qu'on est en range légèrement, avec une poussée légèrement descendante. C'est qu'en fait, c'est plus la poussée qui est légèrement à pression baissière, mais pas autant que ici. Si on est sur 7, 8 ici, ça veut dire qu'au contraire, la poussée est haussière assez forte. La poussée. Hein. Donc ici, on a pour les valeurs 7 et 8 une poussée haussière forte. Et pour les valeurs 5 et 6, on a une poussée haussière très modérée. Mais quand même légèrement haussière. Je parle de la poussée et non pas de l'évolution des cours. Hein. On va voir ça. Donc la poussée, pas l'évolution. Vous voyez, vous reconnaissez le signal ici avec un tracé entre deux sommets, la prolongation, et ici la clôture qui dépasse la ligne de prolongation. Donc, signal d'achat, on achète. Le Mogul Trend Filter, lui, va examiner la poussée. Si on regarde ces bougies, cette bougie de signal, elle est blanche, effectivement. Elle dépasse la ligne de signal, donc on a un signal d'achat. Si on ne regardait que les cours, on aurait un signal d'achat, on prendrait ce signal d'achat. Là, avec le Mogul Trend Filter, on voit que la poussée globale des cours est plutôt baissière, au contraire. On est parti d'ici, on est monté tout en haut, on a été repoussé jusque-là. Et là, par contre, on a fait un tout petit bitonio. Hein. Donc, cette bougie-là est caractéristique d'une poussée baissière sur la bougie elle-même. Ce qu'on a également sur la bougie précédente, d'ailleurs, hein, qui est aussi légèrement à poussée baissière. Là, on a une très légère poussée haussière et là, on a une très forte poussée baissière. Donc, globalement, sur l'ensemble de ces bougies qui précèdent le signal et sur le signal lui-même, la poussée est baissière. Donc, on va essayer de voir à quel cas ça correspond. En fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, ça veut dire la poussée est très baissière et la dernière partie est très baissière aussi. 2, ça veut dire la poussée est très baissière, mais la dernière partie est haussière. C'est-à-dire cette partie-là est haussière et une poussée haussière. Donc, il est évident que même si on est dans une poussée haussière importante, on ne va pas prendre les signaux s'il y a une poussée baissière récente, ici au moment du signal. Donc, ces signaux-là, on va les éliminer. Ça correspond donc au cas 1, 3, 5 et 7. Les cas 2, 4, 6 et 8 indiquant une dernière poussée haussière, donc au moment du signal. C'est celle-là aussi qui est examinée par le MTF. La poussée générale, la poussée particulière sur les dernières bougies. Donc, a priori, ce type de signaux, avec une poussée baissière sur le signal lui-même, eh bien, le MTF devra dire au système de ne pas prendre les signaux. Donc, on ne prendra pas, en fait, les signaux qui ont une poussée baissière, c'est-à-dire on ne prendra pas le signal si le
Mogalef Trend Filter est égal à 1, à 3, à 5 ou à 7. On ne prendra uniquement que les signaux quand il est à 2, 4, 6 ou 8. Maintenant, il y a une façon d'utiliser le Mogalef Trend Filter. Alors, la grande force, c'est qu'on peut tester les cas un par un. On peut tester les cas un par un, c'est-à-dire si c'est égal à 2, on aura une courbe uniquement quand le MTF, une courbe de gain uniquement quand le MTF est égal à 2. Si c'est égal à 4, uniquement quand le MTF est égal à 4. Quand le signal a lieu alors que le MTF est égal à 4. Okay. Donc, ici, par exemple, on a le cas 8. 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire forte poussée haussière globale et sur les dernières bougies, poussée haussière également. Et là, on voit que l'essentiel des signaux, en fait, ont lieu sur ce cas 8, où on a la poussée vraiment haussière maximum. C'est assez intéressant. La courbe est quand même relativement hachée. Le trade moyen, par contre, est à 540 points au lieu de 389. Avec un bémol. C'est très bien d'avoir un gros trade moyen comme ça, mais on a encore des irrégularités. Et ces irrégularités, je vais y arriver, sont essentiellement dues au fait qu'on a moins de signaux. On a peu de signaux. On a éliminé les bons signaux du K2, les bons signaux, enfin tous les signaux des K1 à 7, on les a éliminés. On a uniquement les signaux du K8 du MTF. Ce qu'on gagne ici est inférieur à ce qu'on avait gagné avant également. C'est-à-dire qu'on a diminué notre gain global, bien qu'on ait augmenté notre trade moyen. Alors, là encore, il va falloir, même s'ils sont moins bons, aller chercher les autres cas du MTF. Je vous passe le détail, mais enfin finalement, il n'y a pas grand-chose. Le K2, on va le garder, c'est bon. Le K4, le range avec les poussées légèrement baissières, mais dernière poussée haussière, on va le garder aussi. Et on va regarder ce que donne le K6. Donc le K6, voilà la courbe de gain sur notre échantillon. Qu'est-ce qu'on marque? Il n'y a que des pertes, il n'y a pas un gain. Donc si on élimine ce K6, on va éliminer uniquement des pertes, ou majoritairement des pertes. C'est vraiment intéressant de savoir ça, parce qu'effectivement, on va bloquer les signaux quand le MTF sera égal à 6. Pour résumer, quand il est égal à 1, la poussée est égale à 1, on n'y va pas, parce que la dernière poussée est baissière. À 2, on y va. À 3, on n'y va pas, c'est un chiffre impair. Hein. À 4, on y va. À 5, on bloque. À 6, on bloque. À 7, on bloque. Les chiffres impairs, on bloque. Et on garde, bien entendu, le K8. Donc, on ne prendra les signaux que si le MTF est égal à 2, 4 ou 8. Ce qui nous donne une courbe de gain ici. Le résultat, donc, sur notre période de travail, avec le filtre MTF cette fois. Vous voyez que la courbe de gain est quand même beaucoup plus régulière. On a rajouté des trades. On a encore cette petite période-là qui est ennuyeuse, mais on ne peut pas passer au travers. Honnêtement, sur des systèmes qui travaillent de la tendance, dès qu'il y a un range relativement plat, on se fait laminer. Il n'y a pas de mystère. Ça ne dure pas éternellement, mais ça peut quand même durer ici, ça peut durer plusieurs mois, plusieurs semaines plus exactement. Donc, on se retrouve avec tout ce qu'on a fait sur un trade moyen de 508 $, un profit de 61 000 $, ce qui est pas mal quand même, sur une période, je vous rappelle, qui fait 2022-2023, donc 2 ans à peu près. Un nombre de trades relativement réduit, 121, mais toujours à peu près correct. Et un pourcentage, vous voyez par contre, de trades gagnants qui n'est de 30%, mais on s'en fiche parce que quand on gagne pratiquement 4 fois ce qu'on perd, 20-80. Donc, ici, l'écart type de tous les trades est de 2304. 508 divisé par 2304, on obtient un système qui commence à tenir la route. Optimisation, qu'est-ce qu'on a fait donc? Résumé, on a optimisé le stop et l'objectif sur des plages de stabilité large. On a rajouté un filtre supplémentaire, le Mogalef Trend Filter. On a réduit l'intervalle de temps pendant lequel on suit les signaux. En gros, on a éliminé la matinée. La matinée, on laisse tomber. On prend les signaux uniquement à partir de 13 heures. On pourrait
éventuellement. Optimiser le signal de cassure lui-même, en réduisant les cas, en essayant d'éliminer les cas perdants, en gardant le maximum de cas gagnants. On pourrait optimiser les paramètres du Mogalef Trend Filter lui-même. Enfin, ça, je ne vous conseille absolument pas. Le réglage est pratiquement universel pour toutes les unités de temps. Donc, ça ne vaut pas le coup d'aller chercher à modifier les paramètres du Mogalef Trend Filter. On pourrait éventuellement modifier les paramètres de neutral zone, c'est-à-dire au lieu du standard 50, moyenne mobile exponentielle 50, retracement 90, eh bien, on pourrait prendre un retracement 60, quelque chose comme ça, voir si c'est mieux. Plus on rajoute d'optimisation, plus on optimise, moins on a de chances que le système soit solide derrière. Avoir un système performant sur la période de test, mais fragile, c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le maximum de chances que le système fonctionne, pas forcément aussi bien, sûrement un peu moins bien d'ailleurs, mais qu'il fonctionne sur le futur. On va voir ce que ça donne maintenant sur la période non vue, sur les 400 jours. On avait travaillé sur les 600 premiers jours, mais les 400 jours qui étaient avant, eh bien, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça, c'est la courbe sur notre période d'optimisation. Et ça, c'est la courbe sur la période que nous n'avions pas vue, donc qui n'a pas servi à l'optimisation. C'est la période qui a suivi la période d'optimisation. Donc, on démarre à zéro pareil. Vous voyez que c'est quand même relativement régulier. Hein. C'est pas du n'importe quoi. C'est vraiment dans le sens de la hausse relativement régulièrement. Un petit peu moins fort au niveau pente que ce qu'on a sur la période de test. Une petite période ici perdante, mais il n'y a pas grand-chose en fait, on récupère très vite derrière. La plupart du temps, avec la cassure, quand on a une période perdante, on récupère derrière. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Donc là, vous avez les résultats sur la période de test, qui sont là, et les résultats sur la période de queue, c'est-à-dire la période des données non vues. Alors, sur la période de test, on avait un trade moyen qui était à 500 000 $. Là, sur la période non vue, on se retrouve avec un trade moyen qui est à 434 $. C'est pas étonnant que ce soit moins bon. Hein. Ça pourrait être meilleur, mais ça, c'est vraiment rare. En général, on tombe sur un petit peu moins bien parce que les conditions ont un peu changé, etc. Mais ce qui compte, c'est d'avoir une régularité, hein, quelque chose de correct. Vous parlez du coefficient trade moyen sur écart-type de tous les trades. Ici, sur la période de test, on était à 0,22. C'est très bien. Hein. Sur la période derrière, données non vues, on est à 0,19. Ce qui est bien aussi. C'est normal qu'on soit légèrement inférieur. Et de toute façon, le trade moyen reste à un niveau tel que ça reste confortable. Par contre, si vous êtes sur le mini S&P, il faut quand même avoir un petit capital. Hein. Il faut pouvoir résister, si vous voulez, à cette période de perte, là, par exemple. Hein. Être capable d'attendre, de continuer à prendre les signaux, parce qu'on ne sait pas quand ça va finir. Donc, il faut malheureusement continuer à prendre les signaux, c'est le principe de l'automatisme. Hein. Et sur cette période où il n'y a quasiment pas de volatilité, qu'on est à l'horizontale, on ne peut pas empêcher cette période de perte, mais il faut être capable de la supporter. Donc, sur ce système, sur le mini, à mon avis, en dessous de 50 000 € de capital, vous ne tiendrez pas. Ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez aller sur le micro. Et là, 5 000 € vous suffiront. Donc, notre système est maintenant au point. Sur l'ensemble des 1000 jours, notre système, donc là, je mets tout bout à bout, si vous voulez. Donc là, sur l'ensemble des 1000 jours, voilà le résultat qu'on a. On a confirmation que notre système est en gain à peu près constant, avec période de perte, période de doute, mais globalement à la hausse. Donc sur l'ensemble de la période, le coefficient de fiabilité, en quelque sorte, est de 0,21. Très bien, le système est utilisable. Le trade moyen est de 487 €. À chaque fois qu'on rentre, en moyenne, gain et perte confondus, on gagne 487 €. Et donc, on a les trois éléments vitaux, c'est-à-dire la régularité de la courbe, la régularité mesurée ici, et le trade moyen qui sont assez intéressants. Donc, a priori, on a fini. Et puis, pourtant, on pourrait faire encore quelque chose. Que pourrait-on faire encore pour vérifier notre système? Ce qu'on peut faire, c'est regarder ce qui se passait avant. C'est-à-dire qu'on a regardé les 1000 derniers jours, dont on a utilisé 600 jours pour faire notre test et 400 jours pour le vérifier.
Et si on regardait ce qui se passe avant? Alors, il ne faut pas trop s'attacher à ça, hein, parce que la plupart des systèmes sont adaptés à un marché présent. C'est pour ça qu'il n'y a rien de définitif. Il ne faut pas vous imaginer que vous allez mettre un système de trading en route automatique, que vous allez aller 6 mois dans les îles et que vous reviendrez, vous serez riche. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut surveiller sans arrêt comme le lait sur le feu, hein, pour que ça reste correct. Et puis surtout avoir, ce que je vous dit dans l'autre vidéo, avoir non pas un système, mais 5, 6, 8, 10 systèmes qui fonctionnent de façon différente, hein, avec des structures différentes, des signaux différents, etc. et sur les supports différents. Donc, je me suis dit, si on regardait avant ce qui s'est passé, donc j'ai rajouté 1000 jours. Donc là, on n'a plus les 1000 derniers jours seulement, on a 1000 et 1000, donc on a 2000 jours d'historique. Et divine surprise, ça se passe bien. Il y a des périodes difficiles, hein, sur les 1000 jours précédents, mais ça se passe relativement bien. Notre coefficient est à 0,20, donc il n'a quasiment pas bougé. Il est toujours à peu près correct. Notre trade moyen est à 466 $ sur l'ensemble de la période de 2000 jours. Donc voilà quelque chose qui est assez intéressant et relativement rare en fait. Pas si facile d'avoir ce genre de choses. Pourtant, on a fait simple, hein. Mais un système qui non seulement est valable sur l'avenir, mais aussi sur le passé, ça nous conforte quand même, ça doit vous conforter dans la pérennité du système pour l'avenir maintenant. J'ai été vraiment surpris quand même d'avoir quelque chose d'aussi propre, surpris à moitié parce que je sais qu'avec la cassure, on obtient quand même des systèmes qui sont toujours assez intéressants. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. 1000 jours avant, on a quelque chose de bien qui ne dégrade pas ou pratiquement pas notre trade moyen. On était à 480 des plumes, hein, et on était à 0,21, on passe à 0,20. La courbe est très régulière. On a une période difficile ici, hein, mais en dehors de ça, tout va bien. Ça, on la rattrape derrière en deux parties. Vous voyez, ça va relativement correctement, suivant une ligne acceptable, disons. Et puis, je me suis dit, pourquoi 2000 jours? On va essayer 3000. On va donc passer de 2000 jours d'historique à 3000 jours d'historique. Pour voir, hein, ça n'a rien de probant. Et voilà, avec 3000 jours d'historique, donc, ce que donne la courbe de gain. Et on s'aperçoit que sur les 1000 jours qu'on vient de rajouter, eh bien, on gagne encore. On gagne encore à peu près de la même façon, un peu moins bien, hein, parce qu'on est moins adapté au marché. Un marché à ce niveau-là, c'est pas un marché à ce niveau-là, tout à fait. Mais malgré ça, malgré la différence de valeur, puisqu'on est passé de 2000 à peu près à 6000, hein, sur le S&P, malgré ça, notre système tient la route sans modifier le stop, sans modifier l'objectif. Et on commence à avoir un nombre de trades relativement important et on arrive à un gain qui n'est pas tout à fait négligeable puisqu'on est à 186 000 €. Donc voilà comment on monte un système de trading. Vous avez vu les choses importantes, hein. Et alors, ce qui est assez extraordinaire là, c'est que vous voyez, j'ai entouré ici la période qui nous a servi à mettre en place le système, à trouver les bons paramètres. Tout ce qui est ailleurs, c'est-à-dire ce qui est après et tout ce qui est avant, ce sont des données, ce qu'on appelle des données non vues, et qui confortent nos réglages. Ils nous disent que nos réglages sont pas si mauvais que ça. Alors, pour résumer, on doit choisir une période de mise au point et garder une période de vérification. Ça, c'est très important. Intégrer le signal, bien sûr. Un stop loss, pas forcément fixe, mais admissible pour le money management. Alors, je vous rappelle que le money management, c'est pas le placement des stops, hein. Le money management, c'est la gestion du capital. C'est-à-dire que vous mettez un stop fixe en fonction de ce que vous êtes disposé à perdre par trade. Si il est obligatoire de mettre un stop fixe trop loin par rapport à votre capital, qui vous ferait perdre trop par rapport à votre capital, alors, eh bien, dans ce cas, vous laissez tomber le système parce que vous ne pouvez pas le trader. Vous ne pouvez pas le trader avec un money management correct, c'est-à-dire une gestion du capital correcte. Donc, il vous faut également, on a vu, un objectif et ou un stop suiveur, hein, ça fait partie des possibilités. Une sélection des horaires de trading, ça c'est important, ça n'a l'air de rien. Une sélection des horaires, souvent, vous n'avez pas de système universel. Le système qui fonctionne sur tout, partout, ça n'existe pas, ça. Donc, il faut être relativement spécifique. Vous avez un système qui va
par exemple, fonctionner le matin sur le DAX, on va dire, ne fonctionnera pas forcément l'après-midi, ne fonctionnera pas forcément entre midi et 2. Donc, il faut faire attention aux horaires et sélectionner les horaires qui sont favorables. C'est valable également en trading discrétionnaire. Trading discrétionnaire, il ne faut pas chercher à utiliser la même façon de trader tout le temps, toute la journée, à tous les jours. Le lundi aussi, ça peut être différent du vendredi, hein, au niveau marché. Un système peut très bien fonctionner le lundi, mais pas le vendredi. Donc, la sélection des horaires de trading importante. Il faut se spécialiser en discrétionnaire pour vous concentrer pendant un certain temps sur un support, une plage horaire et essayer de comprendre, de vous habituer à cette plage horaire aux différentes variations du marché, etc. En trading automatique, donc, on peut également faire une sélection des horaires de trading qui avancent quand même souvent les choses. Un ou deux filtres, pas plus. Pas plus, parce que plus vous filtrez, moins vous avez le trade. Et moins vous avez le trade, moins vous gagnez. Toujours trouver l'équilibre, qui n'est pas forcément évident, qui n'est jamais satisfaisant en lui-même, mais c'est cet équilibre qu'on va chercher. On ne recherche donc surtout pas les meilleures valeurs d'optimisation de paramètres. Celles-là, on les laisse tomber d'office, hein. Sauf si elles sont sur un plat, si éventuellement, un plat, quelle que soit la valeur, c'est à peu près la même chose et qui dure suffisamment longtemps. Dans ce cas, vous tapez au milieu, même si ce n'est pas exactement la meilleure. Réglez donc les optimisations sur des plages stables, ce que je viens de vous dire, ou les creux de volcan. Souvenez-vous des creux. Ça, c'est extraordinaire parce que quand on arrive à avoir pratiquement tous ces paramètres sur des creux de volcan, on a des systèmes qui sont extrêmement robustes. Et donc, très important, préparer le moins d'optimisation possible. D'accord, je vais à les questions. Alors, oui, peut-on inverser le graphe de test, enfin le graphe de test pour tester le système dans un bear market? Dans un bear market, on va essayer, on va limiter ce système en fait. Parce que là, tout ce qu'on a vu, il y a eu des périodes de hausse, il y a eu des périodes de baisse, ok, plus ou moins importantes, plus ou moins durables, mais ce n'est pas un bear market. Le bear market, c'est vraiment un marché baissier qui dure, qui s'ancre, qui est valable à peu près partout. On n'a pas encore ça. Je fais une vidéo sur la façon de se préparer au marché baissier parce que la majorité d'entre vous n'ont pas connu de marché baissier. Donc, il faut savoir à quoi ça ressemble. Donc, vous allez sur YouTube et vous cherchez marché baissier ou sur mon site comment se préparer à un marché baissier. Pour les systèmes automatiques, c'est toujours ennuyeux. Il est évident que la cassure haussière va moins bien fonctionner dans un marché baissier que dans un marché haussier, ou tout au moins à tendance générale haussière. Maintenant, ce qu'on peut observer ici sur l'échantillon qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup moins de signaux dans les baisses que dans les hausses. Ce qui est assez logique. Quand le marché baisse, eh ben, c'est difficile d'avoir des droites de signal parce que les marchés continuent à baisser. Bon, de temps en temps, on en a. On est stoppé. De temps en temps, il y en a une qui fonctionne, on va à l'objectif. Mais globalement, c'est du kiff-kiff bourricot. En cas de marché baissier, il faudra modérer un petit peu. C'est-à-dire que, mettons que vous travaillez sur micro S&P, et que vous utilisiez ce système ou un autre avec deux micros. Vous avez un petit doute sur le marché qui devient baissier, hop, vous passez à 1. Vous attendez, vous voyez comment ça se comporte, etc. Et là, vous prenez moins de risques. Certes, vous gagnerez moins si ce n'est pas vraiment un marché baissier, si ça repart immédiatement à la hausse, mais vous aurez pris moins de risques. L'objectif, c'est pas de gagner un maximum, c'est de gagner correctement et surtout de gagner le plus sûrement possible. Regarde les autres questions. Donc, si la perte maximum est 4 000 €, faudra-t-il un capital de 40 000 ou 200 000? Si la perte maximum est de l'ordre de 10 000 €, vous devez consacrer à peu près 50 000 € au système. C'est-à-dire que les 50 000 € vont servir à faire un système. Éventuellement, si vous avez des systèmes qui sont complètement non corrélés, vous pouvez alors utiliser aussi ces 50 000 € pour brancher un autre système, etc. Et ça, c'est intéressant à faire pour la corrélation entre les systèmes ou la décorrélation. On prend la courbe de gain de l'un, on ajoute la courbe de gain de l'autre, mais le principe, quand vous en avez 7 ou 8, c'est de les ajouter et de voir ce que ça donne, si on a quelque chose de régulier ou pas, quelles que soient les conditions de marché. C'est ça l'idée. Je pense qu'au-delà de 20% de perte, c'est pas que le système soit forcément mauvais, mais c'est que le capital est trop petit. Quelle lutter pour les cassures? Les unités de temps, c'est ce qu'on a vu au départ, à partir du 15 minutes. 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Là, vous faites les cassures en 1 heure, vous aurez une cassure tous les 8 jours. Si je pars avec 10 000 €, combien de pourcentage de départ je dois couper?
Alors, si vous partez avec 10 000 euros, déjà, il ne faut pas aller sur le mini S&P. Hein. Essayez le micro ou peut-être qu'il y a encore en dessous, ce qui vous permettrait d'ajuster votre risque à votre capital. Voilà, donc ainsi s'achève ce webinaire. Merci de votre attention. Et comme vous l'avez dit, Raphaël, ben, ce sera mon dernier. J'estime qu'il est temps pour moi de me retirer de la vie publique et de vous laisser travailler tout seul. Je pense avoir donné le maximum de ce que je savais, tout au moins. Hein. C'est pas la totalité de ce qu'il faut savoir, bien sûr. Mais bon, il est temps de passer la main, comme je vous dis. Bon, ça fait quand même 25 ans que je fais ça. Non, pas 25 ans, 22, 23 ans. J'ai fait le tour à peu près de tous les sujets possibles et imaginables. J'ai cherché d'autres sujets. Alors, c'est ça l'avantage, c'est que quand on doit faire des séminaires ou des webinaires comme ici, ça oblige à travailler. Mais bon, maintenant, j'ai un peu l'automatisme et ça se fait tout seul. J'ai mes habitudes de travail et ça fonctionne à peu près. Donc, vous trouverez sur Mobile Trading l'ensemble des séminaires et webinaires que j'ai donnés avec WHS depuis 2014. Vous avez 2 pages ici sur donc les systèmes de trading. La vidéo sera ici dans quelques jours. Elle sera aussi bien sûr chez WHS. Et vous avez donc les indicateurs dont je vous ai parlé, qui sont clairs pour la plupart. Hein. S'ils ne sont pas en clair, c'est que j'ai oublié de les mettre en clair. Et vous avez également la même chose, mais pour le trading discrétionnaire. Donc, avec une vidéo, c'est ce que j'aurais voulu savoir, et une formation que j'ai faite au mieux en cette partie. Hein. Maintenant, on peut toujours faire mieux. Je vais donner le maximum, je pense. Eh ben, merci beaucoup, Eric. Je pense que je Merci à vous rejoins pour vos commentaires. toutes les personnes qui écrivent là des messages vraiment très Ouais, sympas pour toi, pour te c'est remercier de très ton gentil, merci. travail. Et je me rejoins évidemment à tous ces commentaires. On a été très heureux de travailler avec toi. Oui, moi Euh, aussi. c'est un travail assez unique, je trouve, que ce que tu as fait, parce que il est très varié, contrairement à ce que la plupart des traders font, c'est-à-dire avoir leur propre stratégie, puis de s'y atteler. Toi, tu as vraiment essayé de balayer un maximum de sujets, et ce qui a permis d'un peu de s'ouvrir intellectuellement Ouais, c'est et de ça. réfléchir à un angle de travail qui reste le même. Ouais. Donc, bah, bon vent à toi, Eric. J'espère Merci. sincèrement qu'on sera amené de nouveau Oui, oui, à oui, je travailler de manière repasserai plus au bout ponctuelle d'un œil. ensemble. Voilà, Et bah, merci à tous et puis une bonne continuation. bon fête à toutes et tous. Et pas bientôt, mais si, peut-être si vous allez au salon du trading et de l'analyse technique, je passerai faire un tour.